Bonjour et bienvenue à l'écoute du Camp de Base, l'émission des rencontres au sommet. Cette production indépendante a besoin de vous. Si vous écoutez et aimez le Camp de Base, vous pouvez m'aider en donnant à partir d'1 € sur Patreon, mais aussi en parlant de l'émission autour de vous. Et pour garder le lien, n'hésitez pas à vous inscrire à l'Ascension, la newsletter du podcast. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, je vous propose de chausser vos chaussures de montagne et de prendre avec moi la direction des alpages. Avec Sébastien Maillan-Rosset, directeur de la Société d'économie alpestre de Savoie, on va discuter de l'art agricole ancestral qui consiste à élever des troupeaux en plein air. C'est ce qu'on appelle le pastoralisme. Dans cet épisode, on va donc explorer cette activité discrète mais essentielle qui dessine en creux une vraie vision du monde. Celle du rapport humble et exigeant à la nature. On va parler de bergers, de montagnes, de cohabitation, d'avenir et de tout ce que le pastoralisme dit de notre lien au vivant. Mais avant de commencer, pour bien comprendre de quoi il retourne dans cet épisode, je me permets de vous raconter comment fonctionnent les métiers de l'agriculture en altitude. Quand Sébastien parle d'éleveur, il parle de la personne qui paie une location pour utiliser un alpage dont l'herbe va nourrir ses bêtes, ses troupeaux pendant l'été. Cette location, il la paie au propriétaire de l'alpage. Le berger, lui, il travaille pour un ou plusieurs éleveurs qui le paient pour garder son troupeau, débroussailler, réparer le chalet d'alpage. Et l'alpagiste dans tout ça, eh bien c'est tout simplement un berger qui est aussi un éleveur, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de son troupeau. Cet alpagiste, il peut aussi prendre des bêtes d'autres éleveurs en pension durant l'estive, et ça, c'est le moment de l'été durant lequel les troupeaux sont dans les alpages. Vous êtes prêts ? On y va. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et merci beaucoup de m'accueillir ici dans le camp de base de la SEA 73. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le lieu ? Qu'est-ce qui s'y fait ? Où est-ce qu'on est ? Alors on est à Saint-Baldoff, du coup en Savoie, à la Maison de l'Agriculture, qui héberge plusieurs organismes professionnels agricoles, dont la SEA. Et la SEA, c'est 4 bureaux et 8 personnes. Alors on va revenir un peu plus en détail dans une seconde partie de cette émission sur la SEA. D'abord, on va se pencher sur le pastoralisme, parce que c'est ce que vous défendez, vous, dans votre association. Qu'est-ce que c'est le pastoralisme ? Alors, il n'y a pas un pastoralisme commencé. Je pense que si vous parcourez les Alpes, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a plusieurs pastoralismes. Par contre, il y a un dénominateur commun, c'est la valorisation par des troupeaux plutôt rustiques d'une ressource spontanée, une ressource herbagère, arbustive aussi, au fil des saisons. En Savoie, on a l'image d'un pastoralisme purement estival, mais il faut avoir en tête qu'il y a des génisses savoyardes qui vont pâturer dans le sud de la France des pare-feux pendant l'hiver, par exemple. Ça illustre bien que le pastoralisme n'est pas seulement estival, il peut être aussi hivernal selon les endroits dans lesquels on se trouve. Et l'idée, c'est d'avoir une valorisation de cette ressource spontanée, une valorisation durable. Alors durable au sens qui va pouvoir se répéter dans le temps, c'est-à-dire qu'on prend soin de cette ressource et on la valorise de manière à ce que l'année d'après, et puis les années d'après, et puis les dizaines d'années après, on puisse encore revenir et valoriser ces ressources. Évidemment, selon l'alpage sur lequel vous allez travailler, vous n'allez pas faire tout à fait le même métier de berger. Le principe restera toujours de gérer de l'herbe. Il ne faut pas l'oublier, de faire en sorte que le troupeau ait assez à manger pour satisfaire ses besoins physiologiques, pour produire aussi ce qu'on lui demande de produire. Et puis, on va retrouver donc cette question de gestion de l'herbe, mais si vous êtes en vache laitière ou si vous êtes sur des troupeaux plutôt allaitants, de brebis, de vaches allaitantes, eh bien, votre journée ne sera pas la même. On sait très bien qu'en zone Beaufort, la traite est un élément pivot de la journée du berger, 2 fois par jour. On ne retrouvera pas ça sur des troupeaux allaitants où on va plutôt suivre des parcours avec différents faciès de végétation tout au long de la journée, avec des périodes de chaume et de repos. Donc ça, on le retrouve pour les bergers de brebis, mais on ne le retrouvera pas pour un berger en vache laitière qui, lui, va plutôt traire, ensuite organiser des repas pour les vaches laitières et traire à nouveau, avec des amplitudes horaires. Pour vous donner un exemple, en zone Beaufort, en début de saison, quand la production laitière est à son maximum, les journées, il n'est pas rare que ça démarre à 3h du matin pour se terminer plutôt à 20h le soir.
Et sur les troupeaux en brebis, on est plutôt sur les amplitudes de lever et de coucher du soleil. Donc qui peuvent varier pendant la saison. Quand on voit un alpage, en tout cas on se le représente avec des grandes prairies vertes, des petites fleurs, ces vieux chalets de pierre et de bois restaurés. Est-ce qu'il y a un patrimoine d'alpage en Savoie? Est-ce qu'il y a un certain type de bâti, par exemple? Si vous allez vous promener, évidemment, il y a un type de bâti, il y a un héritage. Et on ne se coupe pas de cet héritage, notamment en montagne, où les choses, quelque part, vont moins vite sans que ça soit un milieu qui soit imperméable. Donc vous allez retrouver dans des vallées où on est assez en altitude, où historiquement il y a peu de forêt, et des chalets qui sont plutôt en pierre. Et puis si vous allez descendre un peu plus bas sur des territoires comme les Bauges ou le Beaufortain, on va retrouver plus facilement du bois dans la conception des chalets. Alors ça, c'est l'héritage. Et puis, on essaye, dans ce qu'on construit, puisqu'on reconstruit des chalets, on en réaménage, de garder un petit peu ces orientations-là, tout en répondant aussi à un cadre économique qui est aussi là. Et construire en montagne, aujourd'hui, globalement, coûte beaucoup plus cher que construire une maison en bas dans une vallée. Il faut amener les matériaux, il faut les acheminer, tout est plus loin. Il faut trouver des entreprises qui acceptent de venir travailler très loin. Et du coup, ça rend les choses très, très compliquées pour une collectivité ou pour un alpagiste qui souhaite aujourd'hui investir. Quels sont les bénéfices du pastoralisme? Alors, il y a plusieurs sous-thématiques dans ces bénéfices, notamment pour la biodiversité, pour commencer. Ça rejoint un peu l'introduction, la définition du pastoralisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a une ressource qui est valorisée par des troupeaux. Et cette ressource, l'idée, c'est de la faire perdurer. Donc, on en prend soin. Et en prendre soin, ça veut dire que d'une année sur l'autre, cette végétation spontanée, il faut qu'elle puisse être à nouveau là. On en prend soin et en même temps, on sait que par la dent du troupeau, on peut faire aussi évoluer une végétation qui ne sera plus la même, mais qui sera de fait biodiverse. C'est-à-dire qu'on va créer des biotopes grâce à la dent de l'animal. Et puis, il y a d'autres biotopes sur lesquels l'animal agira moins, vont rester de manière un peu plus spontanée. Et on va créer ainsi une mosaïque de milieux qui vont avoir toute leur richesse et qui vont contribuer finalement à la qualité des produits issus de la filière pastorale. Au niveau de l'économie, est-ce que tu sais qu'est-ce que représente ce pastoralisme? C'est difficile à chiffrer parce que le pastoralisme, il n'est pas hors sol. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de haut sans bas. Et le bas, qu'est-ce que c'est? C'est les sièges d'exploitation. En fait, à chaque fois que vous voyez un troupeau en montagne, en alpage, il est forcément rattaché à une exploitation agricole, quoi. Et chez nous, le pastoralisme, pour illustrer les choses, il est très divers. On a 150 000 brebis qui viennent pâturer nos alpages et on en a 100 000 qui viennent en dehors du département. C'est ce qu'on appelle la grande transhumance. Et ces brebis-là sont rattachées à des exploitations qui en Drôme, qui dans les Bouches-du-Rhône, etc. Donc, c'est pas évident à quantifier. On a des idées sur des surfaces, sur des nombres de têtes, des choses comme ça. Mais économiquement, quantifier ce que rapporte le pastoralisme ou ce qui pèse, c'est assez difficile. Alors, tu parlais des produits du pastoralisme. Mmh. Bon, il y en a un là qui me vient tout de suite en tête, le fromage. Oui, le fromage, alors je trouve qu'en Savoie, moi j'ai toujours un peu tendance à dire qu'on est à la croisée de tous les pastoralistes, puisqu'on va retrouver des montagnes laitières avec la production évidemment d'AOP. Alors la plus connue et celle qui fait un peu notre fierté, c'est le Beaufort, mais il y en a d'autres. On va retrouver dans le Val d'Arly le périmètre de l'AOP Reblochon, on a du Chauvretin, on a de la Tome des Bauges, donc on a plusieurs fromages qui sont produits en alpage. Un peu contrairement à la Haute-Savoie, on a aussi une force des coopératives laitières, notamment dans la zone Beaufort, qui fait que le lait est redescendu en vallée pour être transformé en Beaufort. Et si on fait le lien avec le paysage qu'on voit, c'est ce qui fait que nos alpages, aujourd'hui, sont parcourus de pistes et qui permettent de faire le lien entre le haut et le bas. Toujours le haut et le bas qui revient sans cesse, cette histoire-là. Est-ce que le métier de berger, c'est un métier qui se transmet de père en fils, de mère en fille? Est-ce que vous avez des données là-dessus? C'est mon analyse toute personnelle, mais je pense qu'on peut être alpagiste de père en fils ou fille, évidemment, mais alpagiste ne veut pas dire berger. Et on ne fait pas carrière, on fait assez peu carrière. Et je pense que c'est un des enjeux. Aujourd'hui, c'est un milieu où on fait ça, on est de passage. Et du coup, c'est un vrai enjeu parce que l'agriculture aujourd'hui, elle ne peut pas fonctionner ou exister sans ces bergers.
en tout cas le pastoralisme. Et donc, c'est comment on s'organise collectivement pour motiver ou accueillir des gens qui ont soit envie de changer de milieu de travail, venir vers le métier de berger et d'y rester. Et c'est comment on crée les conditions pour que ces gens-là, une fois qu'ils rentrent dans la filière, aient envie d'y rester. Et là, il y a un vrai enjeu autour de ça. Et ces alpagistes, c'est plutôt des individuels, c'est quoi? Ça peut être aussi des collectivités? Alors, j'ai pas de chiffres. Par contre, on a une double culture savoyarde, à la fois de l'alpage individuel et à la fois de l'alpage collectif, et qui est très lié au foncier et à la propriété foncière. Ce qui fait que sur la Tarentaise, qui est connue pour disposer de grands alpages communaux, historiquement, on avait les fermes de chaque village et les troupeaux de chaque village qui montaient et faisaient troupeaux collectifs en montagne. On appelait ça le fruit commun. On faisait fructifier ensemble ce qui ressortait de l'alpage. Et cette tradition-là, elle s'est gardée et on la retrouve aujourd'hui sous une forme dite de groupements pastoraux. On se regroupe et on regroupe les troupeaux, on regroupe les moyens pour valoriser l'herbe des montagnes. Donc ça, on le retrouve beaucoup et c'est très lié à la taille de montagne et à un foncier qui appartient aux collectivités. Et puis, sur d'autres massifs, on va retrouver un mixte. Sur le Beaufortain, vous avez des grandes montagnes, mais qui sont plutôt privées. Et donc, on va retrouver des alpagistes privés. On va retrouver ça aussi en Bauge, où on a très peu de montagnes qui appartiennent à la collectivité, quoi. Et puis en Maurienne, c'est un peu un mixte des deux. On a des moitiés de montagnes qui sont privées et puis des sommets de montagnes qui appartiennent à la collectivité. Et ce qui fait une seule montagne, eh ben, c'est le mixte des deux. Donc, on va retrouver un petit peu toutes ces différences-là selon les vallées. Tout à l'heure, tu parlais de cette idée de valoriser la montagne. Qu'est-ce que ça induit en termes de difficultés? L'idée, c'est toujours de la rendre ou meilleure ou au moins dans l'état dans lequel on l'a trouvée, quelque part, pour un éleveur. En tout cas, ça, c'est le regard de l'éleveur. Et puis après, l'autre difficulté qui émerge ces dernières années, c'est que la montagne, ça devient un espace partagé, quoi. Et la montagne, qui a longtemps été l'apanage des éleveurs et des troupeaux, devient un espace partagé pour d'autres usagers, pour d'autres activités. Et c'est là où il faut faire culture commune. Il y a la place pour tout le monde, mais il y a une culture commune à mettre en œuvre. Il faut créer des espaces de dialogue qui ne sont pas toujours présents et qui, quand ils ne sont pas présents, conduisent souvent à des frottements, quoi. Et c'est là où c'est pas tant qu'une activité est plus dégradante que l'autre, c'est comment, ensemble, on trouve une organisation et chacun sa place pour que les choses continuent à bien fonctionner. Ça nous amène notamment à des enjeux de place. Notamment, moi, je vois la question du patou. Il y a de plus en plus de médiation qui est faite pour expliquer aux gens comment bien contourner un troupeau avec des chiens. Le premier enjeu, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux sur ces alpages ? Il y a 3 gros enjeux. On a, il y a 2-3 ans, fêté les 50 ans de la loi pastorale. Et les alpagistes et les éleveurs ont fait ressortir à juste titre 3 enjeux assez forts. Le premier d'entre eux, c'est la prédation. Peut-être qu'on y reviendra sur les troupeaux. Le second enjeu, c'est le changement climatique qui est en train de finalement bousculer un site qui était immuable, assez immuable. Et puis le troisième enjeu, c'est le multi-usage. Avec ces 3 enjeux-là, on rejoint bien la question des patous qui répond à la question du multi-usage. Le patou, quelque part, et lie aussi la prédation. Le patou, c'est une réponse du monde de l'élevage au retour du loup. Et c'est un moyen de protéger le mieux possible les troupeaux qui pâturent, quoi. Et du coup, par ricochet, les éleveurs se retrouvent à devoir à la fois protéger leurs troupeaux face à un prédateur, mais aussi parfois faire face au mécontentement de promeneurs qui n'ont pas les réflexes ou les bonnes attitudes face à un chien de protection, quoi. Donc ça crée des situations qui sont parfois difficiles. Et justement, quel est le rôle de la SEA sur la question du loup ? Alors la SEA, elle a avant tout un rôle technique. Son rôle, ça va être d'accompagner les éleveurs pour trouver des solutions pour mieux faire face finalement à la présence du loup face à leur troupeau. Et ça, c'est important. Alors, ça veut dire quoi, 2 exemples à donner que j'ai en tête. C'est être la question de permettre aux bergers qui sont sur les alpages, qui doivent garder le troupeau et être au plus près du troupeau, de jour comme de nuit, d'avoir des logements décents pour qu'ils puissent finalement exercer leur métier le mieux possible. On fait des sessions de formation pour les professionnels notamment du tourisme sur la question des chiens de protection, puisque la question des chiens de protection, elle devient récurrente sur les territoires, puisqu'il faut bien protéger les troupeaux. Et la SEA, un de ses rôles,
ça va être avec notamment des éleveurs et puis le syndicat ovin, c'est d'être présent lors de sessions de formation qui sont gratuites à destination des professionnels pour qu'ils s'aguerrissent à la fois à la connaissance du chien de protection, des systèmes qui font face à la prédation et sur les conseils finalement à prodiguer à tous ces gens qui viennent sur nos territoires, puisque c'est un territoire partagé, pour que leur rencontre avec ces chiens de protection se passe au mieux. Et donc il y a un dispositif notamment que la SEA a mis en place qui s'appelle Mappatou. Mappatou, c'est un dispositif qui permet, comme on prépare sa randonnée, on regarde la météo, on regarde le dénivelé, qui permet de savoir les alpages et de localiser les alpages dont les troupeaux sont protégés par des chiens de protection. Et donc si vous avez peur des chiens ou si vous avez envie de vous promener en alpage avec votre chien, eh bien vous allez avoir l'information pour éviter ces endroits qui pourraient vous mettre mal à l'aise. Donc ça, c'est un des rôles vraiment techniques de la SEA. Et puis la partie politique, elle est plutôt défendue par les syndicats, par la Chambre d'agriculture, même si la SEA a une position assez claire en disant qu'aujourd'hui, la compatibilité dans l'état actuel du niveau de prédation, elle n'est pas vraiment possible, en tout cas sur le long terme, pour les éleveurs. En tout cas, c'est très 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 compliqué puisque ça touche les relations avec les autres activités sur le territoire, ça met une pression forte sur les éleveurs et par ricochet sur les salariés qui sont recrutés aussi et qui travaillent sur les alpages. Ce qui nous amène à la politique publique. Tu parles d'une loi pastorale. Dans les années 70, il y a eu, si on redémêle encore une fois la pelote, il y a eu un intérêt fort pour la montagne et les politiques de montagne. Et en 72, il y a une loi pastorale qui a donné 3 outils qui sont essentiels puisqu'on s'en sert encore au sein de la SEA et puis au quotidien. Le premier outil, c'est les associations foncières pastorales. Donc les associations foncières pastorales, c'est des regroupements de propriétaires qui finalement se mettent en commun sur un périmètre donné pour valoriser et faire projet sur un territoire. Ça, c'est le premier outil. Le second outil, on en a parlé tout à l'heure, c'est le regroupement des troupeaux à travers les groupements pastoraux. Donc ça, on en a 70 en Savoie. Des AFP, on en a plus d'une quarantaine. Et puis, le troisième outil, c'est comment on lie les propriétaires et les éleveurs. Il existait un contrat de location qui s'appelait le bail. La loi pastorale a proposé quelque chose qui complète finalement le moyen de lier l'éleveur et le propriétaire qui s'appelle les conventions pluriannuelles de pâturage. Et ces outils sont aujourd'hui utilisés encore de nos jours sur l'ensemble des territoires pastoraux de Savoie, mais aussi de France. En 1972, c'était quoi le contexte et à quoi on essayait de réfléchir avec justement cette loi pastorale? Pourquoi est-ce que c'était urgent de légiférer? Faut pas oublier qu'il y avait des blocages, les AFP, Association foncière pastorale, pour créer une association foncière pastorale sur une surface donnée, c'est un peu technique, mais je pense que c'est quand même important puisque le législateur il a été assez loin. Sur un périmètre donné, il faut l'accord de 50% des propriétaires représentant au moins 50% des surfaces pour que l'association foncière soit créée. Et lorsque dans les propriétaires, vous avez une collectivité, il faut uniquement l'accord sur 50% des surfaces. Et donc ça donne une force importante à la structure qui est créée pour demain mener à bien des projets d'équipement, pour louer et donner en location à des éleveurs qui, par ailleurs, pouvaient avoir des difficultés d'accès au foncier. Et donc, ça crée des structures qui peuvent investir, des structures de long terme, qui peuvent à la fois investir et qui peuvent à la fois donner en location à des éleveurs sans que pour autant, initialement, tous les propriétaires aient été d'accord pour la création. Donc là, on est en plein dans le collectif et dans la création de biens communs. On est vraiment sur une approche très collective de se dire, tiens, il y a des gens qui ont quitté le pays. Moi, je travaillais sur certaines AFP. Et quand on essaye de regarder qui sont les propriétaires sur certaines surfaces, c'est assez impressionnant, puisque ça raconte l'histoire de nos vallées. Et on retrouve des propriétaires qui maintenant, pour certains, habitent en Amérique latine. Et ça veut dire que pour un éleveur, rentrer en contact avec des gens pour aller louer ces petits bouts de parcelles, puisqu'on retrouve aussi une structuration du foncier qui correspondait à une agriculture, à une certaine agriculture qui a beaucoup évolué depuis. Les tailles de troupeaux ont évolué à des endroits où, au niveau des villages, il y avait beaucoup de culture à l'époque. Et bien aujourd'hui, on voit que des prés, mais historiquement, il y avait des céréales, puisqu'on avait une agriculture de subsistance. Et ben, les tailles de parcelles correspondaient à ce que pouvait cultiver une famille. Et donc ces tailles de parcelles sont plus du tout adaptées à nos modèles agricoles et même pastoraux du moment.
Donc 1972, cette loi pastorale. J'ai aussi vu dans les faits un peu marquants par année de votre association que vous parliez de plans pastoraux territoriaux. Comment est-ce que c'est décidé et avec qui ? La loi pastorale de 72, elle a apporté des outils et puis souvent ont émergé des politiques publiques de soutien au pastoralisme dans les différents départements. Nous, on a deux piliers en Savoie qui permettent de soutenir les alpages. C'est le conseil départemental qui a une politique pastorale, alors que cette politique pastorale, elle s'exprime beaucoup à travers les associations foncières pastorales. Et puis, il y a la région qui, elle, a créé un dispositif en 2008 ou 2009 de mémoire qui s'appelle les plans pastoraux territoriaux. L'idée de ces plans, c'est de doter les territoires, 5 territoires en Savoie, on peut les nommer, le PNR des Bauges, l'agglomération Arlysère, l'association Pays Tarentaise Vanoise, le syndicat du Pays de Maurienne, et puis après on a des territoires communs avec l'Isère, Espace Beldon et la Chartreuse, si on veut faire le tour. Et l'idée, c'est de doter chaque territoire, quelque part, d'une enveloppe financière et de définir pour chaque territoire quels sont ses axes d'intervention et de soutien pour les alpages. Donc chaque territoire va avoir un programme un peu plus spécifique, une répartition de cette enveloppe. Il y en a un qui va dire plutôt les pistes, l'autre plutôt le logement, un autre plutôt l'eau, etc. Et les dossiers sont déposés par des pétitionnaires et passent devant un comité de pilotage de ce territoire qui comprend des élus, des financeurs, des alpagistes, qui portent un regard sur ces territoires avant que les dossiers soient déposés et suivent finalement un chemin administratif pour arriver à leur terme et puissent financer les ouvrages. Donc depuis 2009 on a ça sur les territoires savoyards. Le premier, c'était sur le massif des Bauges. Et puis après, toutes les vallées se sont dotées de plans pastoraux territoriaux. Et souvent, le département et la région, là, sur les derniers plans pastoraux territoriaux, travaillent de concert pour financer et cofinancer les projets en alpage. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'on parle beaucoup de la région, on parle du département. On est souvent mécontent de l'Europe, mais l'Europe, c'est un des cofinanceurs importants et qui apporte sa contribution finalement au pastoralisme sur nos territoires. La prochaine question que j'allais te poser, c'est et l'Europe dans tout ça, ça tombe très très bien. L'Europe, elle est très présente parce qu'elle fait effet levier sur la plupart des projets qui sont soutenus en alpage. Jusqu'à la précédente programmation, quand il y avait 1 euro du département ou de la région qui était mis sur la table, il y avait l'équivalent en argent qui était posé par l'Europe sur la table. C'est-à-dire qu'un projet qui était subventionné à 70% était financé par moitié par l'Europe. Et aujourd'hui, les proportions ont un peu varié puisque c'est 30% d'un côté et 39% de l'autre, mais on arrive toujours à 70%. Mais en tout cas, l'Europe, elle joue un rôle assez fort, en tout cas sur les politiques d'investissement. Et puis, on a des mesures agri-environnementales et climatiques qui sont aussi financées en partie par de l'argent européen. Est-ce que ça vient de la politique agricole commune ? Oui, c'est le FEADER, c'est une politique européenne qui finance ces investissements en alpage notamment. Superbe, alors je pense que les auditeurs ont bien compris ce qu'était le pastoralisme, les bénéfices et les envois à l'extrait qui a été publié vendredi s'ils veulent entendre plus avant les enjeux du pastoralisme aujourd'hui. Alors maintenant, on va parler de la SEA. Comment est-ce que les différentes sociétés d'économie alpestre, quel que soit leur nom, maillent le territoire ? Si on regarde les départements voisins et puis même de la région, vous allez retrouver la SEA de Haute-Savoie chez les voisins. En Isère, c'est la Fédération des alpages de l'Isère. En Drôme, vous avez l'Association drômoise d'économie montagnarde. Vous avez la même chose dans l'Ain, qui est la SEMA, Société d'économie montagnarde de l'Ain. Et puis, on a des tout jeunes, des tout nouveaux, Auvergne-Estive, qui ont un peu moins de 10 ans. Ça, c'est un service pastoral régional à l'échelle de l'Auvergne. Et puis, si on redescend avec des collègues avec qui on bosse aussi, il y a, là, c'est une branche de la Chambre d'agriculture qui s'occupe plus de pastoralisme, quoi. Donc, on retrouve un peu partout, je parle beaucoup de la région parce que c'est vraiment l'endroit où on travaille en réseau avec tous ces autres collègues, quoi. On retrouve ces autres services pastoraux. Si vous allez dans les Pyrénées, vous allez retrouver la même chose. Dans le sud du massif alpin, on retrouve le SERPAM, qui est un service pastoral régional, qui rayonne également. Donc il y a toujours, globalement, dans la plupart des régions, en tout cas avec un historique pastoral assez fort, un service technique qui a pu se développer et accompagner les éleveurs. Qui dit association dit bureau associatif et conseil d'administration. Qui sont les personnes du bureau et du conseil d'administration ?
Le conseil d'administration, c'est plus d'une vingtaine de personnes. Et l'idée, c'est de représenter toutes les franges et les spécificités du pastoralisme savoyard. Donc, on va retrouver des alpagistes individuels, des alpagistes qui fabriquent, des alpagistes en groupements pastoraux, des alpagistes plutôt ovins, des alpagistes plutôt bovins. Et puis, on va retrouver les collectivités qui sont aussi des pierres angulaires fortes de notre pastoralisme. On va retrouver aussi des gens qui font rayonner aussi le pastoralisme d'une manière différente, comme la Fondation Fassim. On retrouve aussi les financeurs qui sont à nos côtés, comme le conseil départemental. On retrouve en fait toutes ces composantes-là qui font aujourd'hui le pastoralisme. C'est comme si on mettait tout le monde dans une grosse marmite. C'est un peu ça, notre conseil d'administration. Et puis, au quotidien, il y a un bureau fort qui va piloter finalement la structure et qui est présidé par Emmanuel Huguet. Emmanuel Huguet, c'est un conjoint d'exploitante, puisque ça c'était sa femme qui était exploitante. Il est élu dans le Beaufortin, donc il est maire de la commune de Villars-sur-Doron. Il est vice-président d'une agglomération à Arlisère à l'agriculture. Donc il a un peu cette double entrée qui caractérise bien notre pastoralisme, à la fois collectivité, entrée collectivité, mais entrée aussi éleveur, puisque sa femme est éleveuse et lui, il était conjoint d'exploitant. Alors maintenant, il a fait valoir ses droits à la retraite. Mais en tout cas, il fait bien la synthèse de ce qu'est notre pastoralisme. Et il est aussi actuellement président du réseau pastoral Aura. La nature ne prend pas en compte les limites administratives des départements et des territoires. J'imagine que dans votre société d'économie alpestre, vous travaillez en réseau sur notamment les problématiques que vous pouvez rencontrer et peut-être trouver des solutions qui émergent d'autres territoires. Comment est-ce que vous travaillez justement avec les autres associations ou partenaires qui ont des missions similaires aux vôtres ? Alors, en fait, vous avez raison, hein. Enfin, moi, on dit souvent qu'il faut faire commun, que les gens se causent, etc. Ça ne se limite pas à l'échelle d'une commune savoyarde ou d'un alpage savoyard. Et évidemment, ces modèles-là, c'est un peu notre culture. C'est-à-dire que le pastoralisme et les pastoralismes ont parfois des enjeux communs à l'échelle bidépartementale, à l'échelle d'un massif, à l'échelle d'une région. Et il est important, finalement, que ces enjeux communs soient traités collectivement, ou puissent être traités collectivement, à la fois par économie de deniers publics, ça c'est la première entrée, et puis la seconde entrée, c'est que finalement, le fait de travailler collectivement, ça amène un processus de résolution ou de solution qui est souvent plus efficace. Et c'est comme ça que sont nées la fameuse bourse de l'emploi, qui permet à un éleveur en recherche de salariés de diffuser son annonce sur un vaste bassin de recrutement et puis de recevoir des CV, des coups de fil. Et inversement, un berger qui cherche aussi un emploi peut déposer aussi finalement son annonce, son CV sur ce site et qui est consulté, très fortement consulté là, à partir de janvier. On a un peu les statistiques et on voit que c'est sans cesse en hausse. Donc c'est un outil vraiment de service aux éleveurs et aussi aux salariés. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des réseaux qui sont formés de manière informelle. Vous n'avez pas une association d'économie Pour l'instant, non. À l'échelle régionale, on n'a pas créé une structure supra. L'idée, c'est de garder habileté, agilité, ce qui ne nous empêche pas de mener à bien des projets en commun. Un des projets assez forts menés à l'échelle régionale, c'est le dispositif Pasto Quesaco. Pasto Quesaco, c'est un dispositif de communication à destination du grand public et des professionnels du tourisme sur la question du pastoralisme. C'est-à-dire que sur ce site-là, vous allez trouver des recommandations sur comment me comporter face à un chien de protection, comment me comporter tout simplement en alpage. Donc il y a des mini-vidéos à destination du grand public, mais à destination des offices du tourisme, des recommandations, des textes à mettre sur les sites internet de chacun des sites que vont développer les OT. Donc c'est finalement un portail de ressources qui permet, et ça c'est aussi la volonté des services pastoraux à l'échelle régionale, de parler un seul et même langage sur le territoire. Ça veut dire que la personne qui va aller faire un week-end en Haute-Savoie devrait retrouver le même message si 3 semaines après, il va faire le dernier week-end de mai dans la Drôme. Et donc, l'idée, c'est que ces gens qui se promènent un peu partout sur notre région eh bien, reçoivent les mêmes messages et ne soient pas désorientés selon les situations dans lesquelles ils se trouvent, quoi. Il y a une espèce de cohérence. On organise la cohérence en termes de communication sur la question pastorale. Quelles sont les missions que vous défendez au jour le jour sur le territoire ? Alors, je vais juste revenir, c'est qu'on est une association, on a à peu près 300 adhérents, ce qui n'est pas rien. L'idée, c'est quand même de globalement travailler pour nos adhérents, donc 2 tiers d'éleveurs dans les adhérents et à peu près 1 tiers de collectivités. Et nos missions,
On a des missions qui sont liées à notre projet associatif et il y a un des socles, c'est défendre l'intérêt général du pastoralisme. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est faire en sorte que l'activité pastorale, elle puisse perdurer. Perdurer au gré des enjeux qu'on a cités tout à l'heure. Perdurer au gré de la prédation, perdurer au gré du multi-usage, perdurer auprès du changement climatique. Et en fait, notre travail, ça va être d'accompagner ou d'apporter des réponses à ces endroits-là et de faciliter finalement le travail des éleveurs ou des collectivités qui ont des besoins. Et une des grosses missions, c'est notre mission dite d'intérêt général, qui est soutenue entre autres par le département, c'est d'apporter des réponses sans rentrer dans des logiques marchandes à des adhérents ou des non-adhérents parfois sur des problématiques auxquelles on va apporter des réponses. Par exemple, une collectivité qui va dire ah là, je ne sais pas comment rédiger mon contrat de location, qui nous pose des questions très précises. Et puis nous, on apporte des réponses. C'est un peu la hotline, quelque part. On nous appelle, on se déplace dans la limite d'une journée, d'une demi-journée pour répondre à ces questionnements-là. Ça peut être un alpagiste qui est en conflit avec sa collectivité. Donc, pareil, on recrée l'espace de dialogue, on voit les solutions qui peuvent émerger. Et l'idée de la médiation, ce n'est pas de la défense d'intérêt. La médiation, c'est de pousser le dialogue au maximum dans la recherche d'une solution commune. Et puis après, si quelque part ce chemin-là n'est pas le bon ou n'aboutit pas, il y a d'autres leviers qui peuvent être mis en œuvre par les parties prenantes, des leviers plutôt juridiques, mais qui ne sont plus les nôtres. Et c'est bien là où la SEA, dans sa logique de médiation, sa mission, elle va s'arrêter lorsqu'on rentre dans des logiques plus procédurières, quoi. Et puis après, on a des entrées techniques, où là, on va apporter des réponses très précises. Et c'est plus de la médiation, là, on a un rôle d'expert, tout simplement. Combien d'alpagistes sont adhérents à la SEA? 300, on a plus de 200, à peu près 200 alpagistes adhérents, ouais. Et après, il y a des structures collectives qui adhèrent, qui regroupent plusieurs alpages. Donc pareil, c'est un peu difficile à quantifier. Mais en tout cas, leur soutien, il est important parce que la SEA, dans son rôle d'intérêt général, elle est aussi un interlocuteur entre guillemets, de défense et de construction des politiques publiques et de soutien pour les alpages. Et plus on a d'adhérents, plus on est fort, plus on porte quelque chose de fort derrière nous, plus on sent les gens qui nous poussent quelque part. Et du coup, c'est important qu'on représente une grosse frange des éleveurs qui montent en alpage. Ouais. Ce que j'entends aussi dans vos missions, c'est une question de médiation vers les publics des travaux de l'éleveur et de valorisation de ces alpages. Alors, on a plusieurs entrées. Alors, en fait, le champ d'intervention de la SEA, au-delà de sa mission d'intérêt général, sur des missions un peu plus structurantes, il peut avoir des missions d'expertise ou de diagnostic, où là, on va faire des études. Si j'illustre un peu la chose, c'est une collectivité qui dit « Tiens, j'ai un alpage qui se libère, qu'est-ce que pourrait être cet alpage ?» On travaille avec la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui, elle, a un alpage qui se libère et souhaite réfléchir à un alpage plutôt ouvert sur le public et capable d'accueillir les publics pour mieux comprendre la fabrication, la production de Beaufort. Alors ça, c'est un des exemples. Et du coup, là, on a un peu un positionnement de bureau d'études, d'experts, où on va accompagner la collectivité à construire son projet, à démêler la pelote. De l'idée à la réalisation, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Typiquement, on parlait des enjeux sur l'eau. Sur ce dossier-là, il y a des enjeux liés à l'eau, par exemple, qui ressortent. Donc, il va falloir traiter un peu tous ces enjeux-là et accompagner le porteur de projet pour qu'il puisse mener à bien son projet de départ, qui peut-être va évoluer. On a, autre exemple, sur les saisies. On a réussi, en travaillant avec le domaine skiable, la collectivité et les éleveurs, à finalement desservir en eau, à partir des retenues collinaires qui servent à l'enneigement l'hiver, plusieurs alpages. Donc on a tiré plusieurs kilomètres de canalisation. Donc le rôle de la SEA, ça va être d'engager le dialogue avec tous ces partenaires-là, de monter le dossier technique pour arriver à mobiliser des financements publics et à la réalisation des projets sur le terrain. Et puis quand je vous dis que l'éventail il est assez large, on mène aussi des missions auprès des scolaires, dont l'opération Un berger dans mon école, qui vise à amener finalement le monde de l'alpage dans les classes. On s'est rendu compte il y a déjà une vingtaine d'années, puisque ce programme il est assez vieux, que dans nos vallées, on avait plein d'enfants, des vallées plutôt dynamiques, puisque la Savoie est un département qui accueille plus de 3 ou 4 000 personnes en plus par an tous les ans, que finalement nos enfants n'avaient pas toujours le réflexe de lever le regard. Alors l'hiver, pour aller faire du ski, souvent ça pose pas de problème, encore que. Et puis l'été,
on se rend compte qu'on ne lève pas trop le regard pour savoir ce qui se passe là-haut. Et le programme Un berger dans mon école, c'est on fait venir un alpagiste ou un berger dans les classes pendant l'hiver pour parler du métier de l'alpage. Il y a tout un projet pédagogique qui se construit avec les enseignants tout au long de l'année. Et à l'été, à la fin de l'année scolaire, l'idée, c'est que ces jeunes élèves puissent aller rencontrer cette fois l'éleveur sur l'alpage dans son milieu, quoi. Et l'idée, c'est que finalement, quelque chose qui nous semble, pour les gens en tout cas qui bossent dedans, le pastoralisme comme quelque chose qui marque notre territoire, soit aussi partagé par tous les publics et pas seulement par les connaisseurs. Très bien. Dans quelques semaines, vous avez votre assemblée générale annuelle ? C'est le 16 mai précisément. Notre assemblée générale, elle est ouverte à la fois à nos adhérents, donc les adhérents sont les bienvenus, et puis à nos partenaires, puisque je le dis et je le répète, c'est qu'il y a plus de 1000 alpages en Savoie. L'équipe technique de la SEA, c'est 8 personnes, le conseil d'administration, c'est 20 personnes, et c'est évident qu'à 28, on ne peut pas tout pour le pastoralisme savoyard. Et donc la SEA, bien sûr, elle peut agir toute seule, mais elle agit aussi en partenariat avec d'autres structures, avec d'autres organisations professionnelles agricoles, avec des acteurs sur le territoire, des alpagistes, des collectivités, pour finalement, encore une fois, faire perdurer l'activité pastorale. La question qui se pose certainement, puisque vous êtes aussi un levier pour les politiques publiques, c'est les alpages et demain. Qu'est-ce qu'on espère pour ces alpages demain et vers quoi est-ce que vous poussez avec la SEA ? Alors, je trouve que ça serait prétentieux de dire qu'on pousse. Moi, je redis, il n'y a pas de haut sans bas. Par exemple, si on prend aujourd'hui les alpages en zone Beaufort, c'est parce que le produit et la filière est en bonne santé économique que les alpages vont bien se porter et vont perdurer, quoi. Et finalement, on se tient tous, quoi. Quelque part, la SEA, elle prend un peu de sa part dans le fait de faire perdurer les alpages, modestement, mais elle le fait aussi parce que d'autres travaillent. Les filières sont en santé ou avancent, évoluent, se construisent. Et c'est important, c'est que les politiques publiques sont là pour appuyer les enjeux ou soutenir là où il y a des faiblesses. Les collectivités comprennent ces enjeux lorsqu'elles mettent en location à des éleveurs et des éleveurs qui s'adaptent à des nouveaux enjeux également. Et en fait, c'est un cercle... je ne sais pas si c'est vertueux, mais encore une fois, c'est l'image de la marmite où on se tient à peu près tous. Et l'idée, c'est que chacun en prenne un peu sa part pour qu'on résolve les enjeux qui se posent à nous, quoi. Le réchauffement climatique, par exemple, bien sûr, il touche les alpages, mais il va toucher aussi ce qui se passe sur les prairies d'en bas. Et donc, ce n'est pas seulement une question d'alpage, le réchauffement climatique. Merci infiniment, Sébastien, de nous avoir éclairé aujourd'hui sur le pastoralisme et l'émission de la Société d'économie alpestre 73. Avec plaisir. Cet épisode du camp de base est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas et à vous abonner à la newsletter du camp de base. Tous les liens sont dans la description. À très bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.